Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est le cancer du sein. Pourquoi le cancer du sein? Parce que je me rends compte que de plus en plus autour de moi, il y a des femmes qui oublient qu'elles existent dès qu'elles ont eu des enfants. Donc, elles vont se préoccuper de leurs enfants, elles vont être mères, elles vont se préoccuper de leur mari en tant que femme de monsieur un-tel, et elles vont oublier de vivre en tant que femme unique, belle, merveilleuse. Et donc, quand on s'oublie en tant que femme, on peut déclencher ce cancer du sein. Donc, bien sûr, les médecins dans notre civilisation oublient trop souvent le rapport de l'émotionnel dans la maladie, et ils vont vous dire que le cancer du sein, ben oui, on peut prévoir le cancer du sein en faisant des mammographies, en regardant les héritages familiaux. Donc on va encore plus vous harceler à faire de la prévention avec toutes ces dépistages qui sont pour moi très agressifs pour les femmes, pour notre féminité à part entière. Donc quand vous faites un dépistage, bon, c'est clair que ça peut sauver des vies, mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une mammographie, vous allez amener un traumatisme au niveau de votre chair, et ce traumatisme répété encore et encore chaque année pourrait aussi être le départ d'un cancer du sein. Maintenant, de nouveau, comme je vous l'ai dit, l'émotionnel joue énormément. Donc, nous sommes tous et toutes porteurs du cancer, de l'élément cancer, que ce soit le cancer du sein ou un autre cancer. Et c'est uniquement par cette composante émotionnelle que nous allons ou non déclencher un cancer. Donc, il ne faut pas non plus se prendre la tête et se dire mais qu'est-ce que je vais faire de mal, ou qu'est-ce que je fais, voilà, que je ne devrais pas faire et qui pourrait me déclencher un cancer. De nouveau, nous sommes créateurs, donc si nous avons peur des choses, nous allons les attirer dans notre vie. Voilà. L'autre chose, bien sûr aussi, on va aussi vous parler de l'hérédité. Donc, pour moi, l'hérédité, je n'aime pas ce mot, que ce soit hérédité, que ce soit génétique, parce que pour le corps, pour le mental, quand on parle d'hérédité, quand on parle de génétique, il n'y a pas de solution. Or, ici, je vais plutôt aborder la composante de solidarité familiale. Donc, quand on retrouve des cancers, que ce soit cancer du sein ou autres cancers dans une famille qui reviennent de génération en génération, ce sont souvent des solidarités qui remontent à plusieurs générations. Donc, on remarque que dans 3, 4, 5, 6, 10 générations avant nous, il y a eu souffrance d'un ancêtre, que ce soit un ancêtre masculin ou féminin, et par solidarité, donc bien sûr tout ça se fait dans l'inconscient, par solidarité familiale pour cet ancêtre qui a souffert, les descendants vont déclencher des maladies, que ce soit des cancers, que ce soit du diabète, que ce soit des maladies auto-immunes et autres. Voilà. Donc bien important de tenir compte de tout ça, de toutes ces solidarités familiales, de tout cet émotionnel qui joue. Voilà, ça c'est une première chose, une première composante, donc l'émotionnel. La deuxième chose, bien sûr, c'est au niveau de notre physique, c'est comment nous nous malmenons en tant que femmes depuis des générations. Donc ici, je voudrais un peu aborder le problème du soutien-gorge, parce que c'est bien un problème. Donc, vous pouvez retrouver des écrits sur le sujet, entre autres un livre qui s'appelle soutien-gorge et cancer du sein. Donc je peux vous redonner les références après, je ne les ai pas préparées, où on explique bien que le soutien-gorge au départ, donc quand il a été créé,
c'était juste un outil pour aider les femmes qui avaient des grosses poitrines à soulager le dos. Hein. Donc c'était bien ça, c'était juste là pour soulager. Or, depuis plusieurs années, le soutien-gorge est devenu plutôt un outil pour se mettre en valeur, mais aussi où on a un petit peu utilisé la femme comme un objet sexuel qui a été mis en évidence pour vendre, pour créer des besoins qui n'étaient pas fondamentaux. On nous a créé des soutiens-gorge à baleine qui en fait sont très très agressifs pour la poitrine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc moi j'ai porté des soutiens-gorge à baleine pendant des années, jusqu'au jour où j'ai rencontré un ami merveilleux qui m'a fait prendre conscience de l'agression que ce soutien-gorge pouvait faire à la poitrine des femmes. Et d'ailleurs m'a fait lire ce bouquin dont je viens de vous parler. Et donc j'ai appris à ne plus utiliser ces soutiens-gorge à baleine, ces soutiens-gorge renforcés, rembourrés pour vous mettre en valeur et donc vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien. Hein. Donc diminuez votre confiance en vous si vous avez une petite poitrine comme moi par exemple. Vous faire croire que vous avez besoin de mettre des soutiens-gorge push-up et d'autres objets qui vont soi-disant vous mettre en valeur aux yeux des hommes. Et qui vont vous réduire à de nouveau cet objet sexuel, voilà. Alors que la femme est bien plus que tout ça. Hein. Si la femme n'existait pas, l'homme n'existerait pas. Donc il faudrait peut-être un peu se rappeler tout ça. Donc en tant que femme, bon voilà, c'est pas non plus se vanter, hein, de dire l'homme ne vaut rien, hein, n'est-ce pas? Nous avons chacun notre rôle, mais c'est vraiment important que la femme reprenne conscience de son rôle dans la société et qu'elle est porteuse de vie, mais d'abord porteuse de vie pour elle-même. Donc plus nous allons apprendre à être vivantes, apprendre à nous aimer, apprendre à nous respecter, apprendre à nous regarder belle dans toute notre intégrité, et plus nous allons pouvoir apporter à nos enfants tout ce que nous voulons leur apporter, les aider à grandir dans cette société qui est la nôtre. Voilà, donc comme je disais, soutien-gorge et cancer du sein, donc vraiment l'importance d'utiliser, si vous avez besoin d'un soutien pour votre poitrine, des outils plus respectueux que, en tout cas, les soutiens-gorge à baleine. Donc pour ce faire, nous avons, voilà, je vais vous montrer un modèle ici à l'écran. Je sais pas si on le voit très bien. Donc c'est ce qu'on appelle des soutiens-gorge bras. Donc c'est en fait des soutiens-gorge qui sont très respectueux de la poitrine. Moi je les prends toujours dans la taille supérieure à ma taille. Pourquoi? Parce qu'autrement, oui, on a tellement eu l'habitude de nous serrer que même dans des soutiens-gorge très respectueux. Donc voilà, ici à l'écran, le soutien-gorge. Hein. Donc en fait, ils appellent ça l'as-bras. Et alors ici, donc vous trouvez ça chez Trois Suisses. Et moi, je les ai trouvés chez Idea Confort. Naturellement, c'est écrit à l'envers à l'écran. Idea Confort. Donc et là, en fait, ils ont un petit peu de dentelle en plus. Autrement, chez Trois Suisses, vous les trouvez, mais sans dentelle. Voilà, donc je n'ai aucune, voilà, je ne reçois pas de subsides pour faire la publicité, mais voilà, je trouve que c'est important. J'ai cherché pendant longtemps quelque chose pour remplacer les soutiens-gorge, donc voilà un qu'on trouve chez CIA, hein, donc c'est
C'est un modèle aussi très très respectueux, très doux et surtout très léger, hein. Vous allez trouver tous les soutiens-gorge, les brassières pour les sports, qui elles sont aussi agressives pour moi que les soutiens-gorge à baleine parce que très serrants. Donc j'ai essayé au départ ces soutiens-gorge. Donc il faut savoir qu'en fait vous pouvez ne pas vraiment avoir conscience de l'agression que vous vous faites quand vous portez des soutiens-gorge à baleine. Ce qui est important, c'est de rester un moment sans soutien-gorge, de faire vraiment l'essai quand vous êtes chez vous, par exemple, de vous habituer, et puis de mettre des soutiens-gorge plus respectueux, comme je viens de vous montrer. Et au bout de 3, 4, 5, 6 mois, réessayez vos soutiens-gorge à baleine et là, vous comprendrez l'agression que vous vous êtes faite pendant des années. Donc moi, j'ai fait le test. Donc j'ai utilisé pendant longtemps les soutiens-gorge à baleine, très très longtemps même, parce qu'avec ma petite poitrine, ben justement, soutien-gorge à baleine pour remonter, hein, parce qu'on vous encourage vraiment à dire que vous devez avoir une poitrine très haute, très sexy. En plus, soutien-gorge rembourré parce que vous ne trouvez pas dans les petits modèles des soutiens-gorge sans rembourrage, hein. Donc de nouveau, on vous montre encore dans toutes ces publicités que voilà, votre poitrine vaut pas grand-chose, hein, donc on vous la rembourre. Et donc au bout de quelques mois, c'est clair que quand je mettais un beau chemisier, voilà, j'avais parfois envie de remettre ce genre de soutien-gorge. Et en fait, au bout d'une demi-heure, 1 heure grand maximum de port de ce genre de soutien-gorge, j'ai étouffé. Voilà, donc je ne supportais plus ces soutiens-gorge, donc voilà, je les ai fait tous partir. Et je n'ai plus que des brassières et encore les brassières plutôt en été parce que c'est clair que quand vous mettez un simple soutien-gorge, le but n'est pas de vous balader et de vous faire passer de nouveau pour un objet sexuel d'une autre façon parce qu'on voit tout à travers votre t-shirt. Mais en hiver, si vous pouvez vraiment vous en passer, moi je vous encourage vraiment à le faire à partir du moment où le poids ne gêne pas. Voilà. Donc la deuxième chose qui peut influencer au niveau du cancer du sein, donc quand on reste vraiment au niveau du physique, ce sont les déodorants. Donc les déodorants, catastrophe, les déodorants traditionnels qu'on trouve dans le commerce, bon marché. Donc il y a déjà eu pas mal de polémiques, pas mal de vidéos, pas mal d'articles sur le sujet. Donc tous ces déodorants contiennent de l'aluminium et l'aluminium bien sûr va boucher les pores. Donc à quoi ça sert, hein, les aisselles? Bon, c'est vrai qu'on est dans une société où on ne supporte plus aucune odeur, mais en fait, justement, nous avons ce qu'on appelle dans le corps des émonctoires, hein. Nous en avons à plusieurs endroits, donc déjà par tous les pores de la peau, hein, voilà, qui permettent la transpiration et qui permettent d'évacuer les toxines. Donc, de nouveau, moi, j'ai vendu pendant quelques années des déodorants naturels, respectueux, sans aluminium. Et bien sûr, au début, les personnes qui m'en demandaient parce qu'ils étaient vraiment intéressés, quand ils passaient à ces déodorants sans aluminium, me disaient après, ton déodorant sent mauvais. Mais en fait, ce n'était pas mon déodorant qui sentait mauvais, c'était juste que comme il n'y avait plus l'aluminium, les pores n'étaient plus bouchés. Donc ces personnes recommençaient à transpirer et en fonction de leur alimentation, bien sûr, s'il y avait des toxines dans leur corps, leurs émonctoires faisaient leur travail en éliminant ces toxines. Et ces toxines, ces bactéries donc qui étaient éliminées par les émonctoires des aisselles sentaient mauvais. Donc ce qu'on peut faire déjà pour un peu pallier à ça, premièrement bien sûr revoir notre alimentation, donc éviter manger trop de fritures, de choses cuisinées, des graisses cuites et autres.
trop de viande aussi, donc ça amène des transpirations fort acides qui sentent mauvais, voilà, qui sentent mauvais. Et alors, au niveau des déodorants, ben vous avez des déodorants à base d'huile essentielle, d'eucalyptus, de titouille, donc toutes ces huiles essentielles sont antibactériennes et vont aider aussi un petit peu à combattre ces odeurs. Maintenant, voilà, si vous vous contentez de mettre de nouveau des huiles essentielles d'eucalyptus ou autres sans revoir votre alimentation, ben ce ne sera pas suffisant, hein. Donc éventuellement, commencez par revoir votre alimentation un petit peu et puis passer au déodorant sans aluminium pour éviter de continuer à boucher tous ces émonctoires qui ne savent plus du coup faire leur travail et avec tous les dégâts que ça peut engendrer. Et alors bien sûr, apprendre à se connaître, à connaître son corps. Donc si vous connaissez bien votre corps, si vous n'avez pas peur de vous toucher, hein, dans notre société on ne se touche plus assez, le fait déjà de connaître votre poitrine, vous arriverez à repérer très rapidement s'il y a quelque chose qui cloche dans votre poitrine. Mais de nouveau, si au niveau émotionnel vous apprenez vraiment à vous écouter, il n'y a aucune raison de déclencher un cancer du sein. Donc je vais ici vous lire le décodage biologique de Jacques Martel, hein, dans son livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc moi c'est ma Bible, mon livre de chevet que j'ai découvert il y a maintenant 14 ans. 14 ans, donc là à l'âge de mon deuxième fils, Quentin. Et qui m'a vraiment aidé à me prendre en charge, hein. Donc à l'époque je faisais des sinusites à répétition, j'étais madame sinusite. Et donc, les sinusites, j'ai découvert dans ce livre que la sinusite, c'est qu'est-ce qui pue dans ma vie. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans un travail qui ne me convenait pas du tout, que je m'acharnais à continuer parce que je me disais qu'il fallait bien payer les factures. Et mon corps manifestait de plus en plus son besoin de changer d'air. Donc voilà, donc ça puait, hein, il fallait changer d'air. Et donc bien sûr, toute la vie, c'est chargé de me montrer qu'il était temps pour moi de changer d'air et d'aller vers des choses qui vibraient en moi. Donc voilà, je vais vous lire le décodage que Jacques Martel dans son livre propose pour le cancer du sein. Voilà. Donc on a découvert que ce type de cancer vient généralement d'un fort sentiment de culpabilité intérieure envers soi ou envers un ou plusieurs de ses enfants. Donc, comme je l'ai dit, la plupart des femmes ont tendance à oublier qu'elles sont femmes et être juste mères une fois qu'elles ont des enfants. Pourquoi est-il au monde? Qu'ai-je fait pour l'avoir? Suis-je une assez bonne mère ou femme pour m'en occuper? Toutes ces questions augmentent mon niveau de culpabilité, m'amenant à me rejeter moi-même et accentuant ma peur que les autres me rejettent. Un cancer du sein veut donc m'aider à prendre conscience que je vis une situation conflictuelle, hein, donc que ce soit le cancer du sein ou un autre cancer, c'est toujours une situation conflictuelle au départ en moi qui va créer la maladie. Donc je me bats avec moi-même et donc mon corps me signale qu'il faut arrêter de me battre, qu'il faut être plus gentil avec moi et apprendre à m'écouter. Voilà, donc cette situation conflictuelle, voilà, comme je viens de le dire, peut être tant face à moi-même qu'à quelqu'un d'autre, et étant reliée à un élément faisant partie de mon espace vital, de mon petit nid. Il s'agira bien souvent de mes enfants, de mes oisillons, ou de quelqu'un que je considère comme tel, que ce soit ma mère malade, que je sens démunie comme un petit enfant. Je veux à tout prix donner à mon enfant, et je veux aussi qu'il prenne tout ce que je lui donne, sinon c'est le doute et la culpabilité qui prennent le contrôle. Donc les femmes sont très douées pour ça, hein. Culpabilité, moi j'ai été madame culpabilité pendant des années. Dans un sens plus large, le nid peut englober aussi mon conjoint, bien sûr, hein. Donc voilà, le cancer du sein, c'est aussi comment je me positionne en tant que femme par rapport à mon mari. Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je n'ai pas peur qu'il aille voir ailleurs? Voilà, donc
plus je vais apprendre à m'aimer, à prendre soin de moi, à savoir qui je suis, et plus l'homme de ma vie aura envie de rester avec moi, hein, aura envie de rester avec moi parce qu'il y trouvera voilà un échange qui sera riche pour les deux, qui nous aidera à grandir, parce que c'est bien ça le but du couple, hein, c'est apprendre à grandir à deux et non pas à porter l'autre. Voilà, donc dans un sens plus large, donc ça peut englober mon conjoint, mon foyer, mes frères et sœurs, particulièrement s'ils vivent sous le même toit. C'est donc face à la famille, ce qui historiquement pourrait être appelé le clan, que j'ai l'impression ou que j'ai peur qu'il y ait démantèlement, éclatement. Il y a une peur, une pensée qui me revient constamment en tête et qui est inconcevable, comme celle de voir arriver une trahison de mon conjoint. Je voudrais pouvoir m'occuper, nourrir tout le monde, mais cela est impossible et me déchire. Les hommes autant que les femmes peuvent développer cette sorte de cancer. Bien sûr, le cancer du sein peut être retrouvé chez les hommes, même si c'est beaucoup plus rare. Donc, chez l'homme, c'est le conflit intérieur masculin à accepter, sa propre nature féminine divine. Il arrive que certains hommes manifestent leur côté féminin et maternel, presque autant que les femmes. En tant qu'homme, je ne serai jamais une femme, mais énergétiquement, je peux être autant, voire même plus féminin que celle-ci. On a de plus en plus d'hommes maintenant qui acceptent de s'ouvrir à ce côté féminin, et moi je trouve ça vraiment très très chouette, parce que ça leur permet aussi de développer leur sensibilité, d'oser pleurer, d'oser montrer à leurs petits garçons que non, les hommes ça doit pas être fort tout le temps, ça peut aussi être fragile, et donc c'est une grande richesse de pouvoir reconnaître cette sensibilité en étant un homme. C'est pourquoi le cancer du sein, chez moi qui suis un homme, est associé à l'estime de moi et à ma capacité d'exprimer mon côté féminin, inné. Il peut être lié au fait même d'être un homme et au désir inconscient d'être une femme. C'est un aspect que je devrais équilibrer dans ma vie. Le côté gauche est du domaine affectif et le côté droit du rationnel. Le cancer au sein gauche désigne donc toutes les difficultés affectives et les émotions refoulées chez moi en tant que femme. Il se rapporte plus à ma famille immédiate et j'ai avantage à accepter la femme et la mère en moi et les sentiments intérieurs que je vis par le biais de ces deux rôles. Donc quand c'est le sein droit qui est touché, le cancer indique la femme responsable et ce que l'on attend de moi, ce que je m'attends à faire à cette femme extérieure. La notion de famille ici peut inclure tout groupement, association que je considère comme ma famille, bien sûr. Donc, quand je parle de famille, c'est ma famille, papa, maman, mes frères et sœurs, mon conjoint, mes enfants. Mais ça peut être aussi un ami que je considère vraiment comme de la famille, quelqu'un de proche. La recherche d'un équilibre est bien sûr importante et le corps s'ajustera énergétiquement en fonction des décisions prises par la femme ou bien l'homme dans l'avenir. Tout est dans l'attitude, l'amour et l'acceptation. Donc de nouveau, l'amour, c'est vraiment la solution à tout. Quand vous revenez dans l'amour de vous-même, quand vous apprenez à vous écouter, à vous respecter, à vous reconnaître, la guérison est en route. Je prends conscience. Donc ça, ce sont toutes des phrases positives que vous pouvez répéter si vous avez un cancer du sein, s'il y a des cancers du sein dans la famille, si vous avez peur de développer un cancer du sein ou si vous en avez déjà eu. Je prends conscience que je m'oublie et que je ne vis pas que pour les autres. Donc que je ne vis que pour les autres, et qu'il est temps d'apprendre à vivre pour moi. Je suis née biologiquement, mais pas encore émotionnellement. Mes émotions sont refoulées et je peux éviter d'être en contact avec celles-ci en m'occupant exagérément des autres.
je me donne bonne conscience. Au fond, je sais que je suis incapable de vivre pour et par moi-même. Je m'accroche, je me cramponne à quelqu'un, je remplis mon vide avec les émotions des autres au lieu des miennes. J'accepte que la guérison se trouve dans ce changement de mon attitude face à moi-même et à l'avenir. Au lieu de me détruire avec mes pensées négatives, je me reconnecte avec mon univers intérieur. J'accepte mes émotions, même celles qui sont reliées à des événements difficiles de mon passé. Je prends du recul et je me demande comment j'aurais pu, dans toutes ces situations, me respecter plus et me donner davantage d'amour. Donc voilà la clé, apprendre à me respecter plus, à me donner plus d'amour. Le chagrin s'envole, car j'accepte de voir les leçons que la vie veut m'enseigner. J'exprime tout ce que j'ai toujours voulu cacher. C'est en me respectant et en ayant foi en mon potentiel que je peux créer la vie que je veux et recouvrer ma parfaite santé. Voilà. Donc tout un programme, et en même temps, bien sûr, si vous n'avez jamais appris à prendre soin de vous, de nouveau, ne vous faites pas violence. Apprenez un jour à la fois à prendre soin de vous. Apprenez à vous poser, apprenez à méditer, apprenez à aller faire une petite manicure si vous aimez bien, à vous faire masser, à prendre du temps avec votre compagnon, avec votre conjoint, avec vos enfants, mais pour vous, dans le plaisir, que ce soit prendre le temps de jouer, si ça vous fait plaisir, de nouveau, que ce soit prendre un bain chaud sans vous dire vite, je vais vite me laver pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper de mon conjoint, pour faire à manger, pour faire le ménage, pour faire tout ce que vous voulez, les courses, peu importe. C'est vraiment important en tant que femme de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour nous, car si nous sommes bien, si vous êtes bien, là qui m'écoutez, vos enfants seront bien, votre mari sera bien, vos collègues seront bien, vos voisins seront bien. Vous verrez que toutes les relations que vous aviez jusqu'à maintenant vont se transformer, vont devenir plus positives, que vous allez pouvoir avoir des échanges beaucoup plus riches avec les personnes qui vous entourent, avec les personnes que vous aimez, parce que vous avez pris soin de vous, parce que vous avez appris à vous aimer, à vous écouter, à vous respecter. Voilà donc le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et donc, encore une fois, je vous invite vraiment à prendre soin de vous un jour à la fois. Et donc, voilà, à vous aimer, à faire tout ça un jour à la fois. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve à très bientôt. Voilà, merci.